Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Semae pour une émission consacrée à l'innovation dans l'agriculture avec le concours ITA Innove. 3 invités sur ce plateau pour en parler. Tout d'abord Jean-Paul Borde, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de ACTA. Vous nous rappelez ce qu'est ACTA? Alors l'ACTA, c'est la tête de réseau des instituts techniques agricoles. Il y en a 18, France métropolitaine et aussi Outre-mer. Et c'est vous, on en parlera dans quelques secondes, qui co-organisez le concours justement ITA Innove. À vos côtés, Jean Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur des eaux et forêts. Tout à fait. Spécialisé dans les travaux sur les changements climatiques et la forêt. Et vous allez nous présenter, dans 2 secondes, pas tout de suite, hein, une innovation qui s'appelle quoi? Comment? Bioclimsol. Bioclimsol. Tout à fait. Et je crois qu'elle a peut-être eu un prix, on va en parler. Hein. En face de vous, Alain d'Ambreville, bonjour. Bonjour. Vous nous venez de la Réunion? Je viens de l'île de la Réunion, effectivement. C'est bon là-bas? On a eu malheureusement le passage de cyclone, mais maintenant il fait beau. Quelle température? Ah là, il fait chaud. Sur le littoral, il fait chaud. On est plutôt autour de 30 degrés. Ah oui, ça change, ça change. Vous êtes agriculteur en canne à sucre à La Réunion et président de l'Institut technique Arméflore. Arméflore. C'est l'institut technique qui couvre tout le végétal sauf la canne à l'île de la Réunion. Et c'est un outil dont on a réellement besoin sur nos territoires. Le nom est joli, Arméflore, ça fait tout de suite rêver. Jean-Paul Borde, donc, je le disais, directeur général d'ACTA, les 18 instituts techniques agricoles, un concours. Oui. Quel concours, pourquoi faire, pour découvrir quoi, pour récompenser qui, déjà? Alors, ce concours a commencé en 2015, c'est la 4e édition. Et l'objectif de ce concours, c'est de mettre en avant les innovations que produisent les instituts techniques. Alors, un institut technique, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où on cherche des solutions, oui. on innove, c'est un centre de recherche quelque part? Voilà. Alors en fait, un institut technique agricole, c'est un centre de recherche, mais qui fait de la recherche appliquée. C'est-à-dire que notre objectif, nous, c'est de trouver des solutions concrètes et opérationnelles. Et le concours ITA Innove est l'illustration parfaite de ça. C'est on prend une idée, on regarde à qui elle peut être utile et ensuite on la transforme en quelque chose de concret et d'opérationnel. Si on essaie d'être concret, qu'est-ce qui a été récompensé déjà? Un exemple ou 2 qui vous viennent à l'esprit pour qu'on comprenne bien finalement que ces inventions, ces découvertes sont applicables. Alors, je vais vous citer un exemple dont on ne va pas parler aujourd'hui. C'est un exosquelette qui a été fait par un institut technique agroalimentaire, puisqu'on a couplé technique agricole et agroalimentaire dans ce concours. C'est un exosquelette, c'est-à-dire c'est une espèce de machine que l'on met autour du bras et qui facilite la tâche des ouvriers qui décarcassent, qui enlève la viande des carcasses. Vous savez, c'est un mouvement un peu répétitif, etc. Ça donne plus de force et ça libère, ça soulage de la force à exercer, des contraintes que ça peut avoir. Exactement. Le terme exact, c'est plutôt soulager, parce que en fait, cet outil suit les mouvements qu'on impulse, mais allège considérablement la charge qui est soumise au niveau du bras et du poignet. Alors, le concours ITA Innove, je crois 4 thématiques. Oui. C'est ça, hein? Oui, 4 catégories, plus une. Ah oui, celle du public. Voilà, c'est ça. J'avais retenu ça. Voilà. Donc les 4 thématiques, c'est quoi? Ah, alors ça c'est une colle, je m'en souviens jamais. L'environnement, ça j'en suis sûr, voilà. les autres, je les ai pas notés. Alors, il y a la compétitivité économique, l'appel des produits, et puis une 4e qui est... La biodiversité, environnement, peut-être? Voilà, biodiversité, voilà, parce environnement. Que je crois qu'il y en a un des deux qui l'a remporté, me semble-t-il, peut-être. Ok, et un prix du public? Alors voilà, cette année, on a voulu faire participer le public, parce que l'innovation, il faut qu'elle soit utile, mais il faut aussi qu'elle soit comprise par le grand public. Et donc là, on a dit, on va donner la parole au public pour qu'ils expriment eux-mêmes leurs propres choix. Et c'est comme ça qu'ils ont voté et déterminé l'innovation coup de cœur. Alors, juste avant de parler de 2 récompensés qui sont sur notre plateau, l'idée, bien sûr, c'est de montrer en quoi est-ce que ça apporte des solutions concrètes, qu'il y a une vraie utilité à tout ça. Il y avait beaucoup de participants à cette édition 2022, parce qu'on fait comment là pour proposer? Comment est-ce que les instituts techniques ont sélectionné finalement les candidats? Voilà, il y a environ une 30aine d'instituts techniques agricoles et agroalimentaires, et on a eu 30 dossiers. Voilà.
Donc, Il y a des tendances, l'agroécologie, l'économie d'énergie, je ne sais pas, où on reste sur des sujets très larges. Non, on va trouver une grande diversité de sujets, mais enfin, tous ces sujets s'inscrivent évidemment dans les grands défis actuels de l'agriculture, hein, changement climatique, agroécologie, transition agroécologie, bien-être animal, etc. Voilà, donc on va retrouver tout ça en fait. Parfait. Alors, Jean Lemaire, à vos côtés, donc je le disais, ingénieur eau et forêt spécialisé dans les travaux sur les changements climatiques, vous avez eu justement le prix spécial du public avec une innovation. Dites-nous ce que c'est. Alors, la création de BioClimSol, BioClimSol, c'est le nom. oui, voilà, c'est un outil qui prédit le risque de dépérissement des arbres en fonction des paramètres biotiques, climatiques et de sol. Biotiques, c'est les maladies. C'est les maladies qui peuvent provoquer des dépérissements, comme les insectes, les champignons. D'où son nom, BioClimSol. Alors, ça a été une grande nécessité parce que le changement climatique, c'est une réalité. Et nous, en forêt, on est parti sur des décennies, des centaines d'années pour produire des arbres. Donc, ce qu'on plante aujourd'hui, ben, c'est déjà confronté au Ça changement fera les climatique. forêts de vraiment Voilà. après-demain. Ouais, exactement. Et donc, le changement climatique étant une réalité, nous observons des dépérissements et il y a une forte demande par rapport à l'outil qui est aujourd'hui disponible sous forme d'application. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, aussi pour ça qu'il a été plébiscité, parce que l'attente est très très forte. Et l'innovation, c'est d'amener des données climatiques, mais aussi d'en faire un outil participatif. C'est-à-dire que grâce à l'application, les gens vont être nos yeux sur le terrain, nous renvoyer les données, on va les intégrer dans les modèles et affiner au fur et à mesure les modèles. Donc c'est quelque chose qui est vertueux dans le sens où en continu, ça va s'améliorer et va permettre aux forestiers de choisir les bonnes essences et les bonnes techniques de gestion. Vous dites c'est une application, on va faire des relevés de données. Donnez-nous quelques exemples de données qu'on va récupérer, par exemple, pour qu'on comprenne bien. Très simplement, vous allez sur le terrain, vous allez diagnostiquer le sol, donc vous allez mesurer sa profondeur, quelle est sa quantité d'eau qu'il a à disposition, ce que nous on appelle en jargon scientifique le réservoir utile, la quantité d'éléments minéraux à disposition par le pH et ainsi de suite. Ensuite, vous allez regarder la topographie, est-ce que je suis en haut de versant, plutôt en versant sud, en versant nord. Ensuite, vous allez regarder aussi, mais il faut une certaine formation quand même à ce niveau-là, l'état sanitaire. Est-ce que j'observe certaines maladies? Quel est l'état sanitaire des arbres? Est-ce qu'ils présentent des pertes de feuilles, de branchaisons et ainsi de suite? Ça, c'est enregistré. Avec les modèles qui sont dans l'application, on définit un niveau de risque, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'observer un risque de dépérissement dans le climat présent et futur en intégrant les modèles du GIEC. Et ensuite, ces données-là nous sont renvoyées parce que, évidemment, les modèles, ça reste des modèles, ça se trompe. Un modèle, par définition, quelque part, c'est faux, mais ça indique des tendances. Et grâce aux données que les gens nous renvoient, on va affiner les modèles pour qu'ils soient de plus en plus justes. Et ça va être mis en œuvre à partir de quand, si j'ose dire? On a déjà commencé les formations. On commence par les professionnels parce qu'il y a une attente assez forte. Et puis, bien sûr, c'est un outil technique. C'est quand même un outil qui nécessite une certaine connaissance forestière et scientifique. Bien sûr. En tout cas, félicitations. Prix spécial du public, donc. C'est le grand public, hein, comme vous le disiez, qui a récompensé ça, cette application qui permet de faire des relevés divers et variés sur l'état de santé des forêts. Et Dieu sait que c'est important hein, de collecter des données parce qu'elles ne sont pas en grande forme. En face de vous, Alain d'Ambreville, je le disais, agriculteur en canne à sucre à La Réunion. Alors vous avez eu aussi un prix. C'est le prix de la biodiversité et du climat, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Avec quelle innovation? Alors nous, notre innovation, c'est d'utiliser la mouche charbon, mais c'est un Xylocopa fenestrata pour polliniser, voilà, pour polliniser les fleurs de tomates. Il faut comprendre le contexte. À La Réunion, on a du flétrissement bactérien sur les terres. Du coup, la majorité des productions de tomates sont faites sous abri, en hors-sol. Pour les protéger? Parce qu'on ne peut pas produire dans le sol, parce qu'on a le flétrissement bactérien sur quasiment l'ensemble du territoire. D'accord. Et la tomate, c'est l'élément important dans la cuisine réunionnaise, entre les oignons et la tomate, et c'est une grosse part de marché. Du coup, jusque-là, tout va bien. J'ai envie de dire, vous produisez sous serre, bon? On produit sous serre, mais pour avoir des tomates sous serre,
il faut vibrer les fleurs de tomates pour qu'elles se... Et la nature a besoin de petits animaux extérieurs Tout à fait. Pour polliniser. Alors jusqu'à maintenant on le faisait à la main et là on a domestiqué une abeille indigène de la Réunion. Alors que j'ai à côté de moi, je ne sais pas si on arrive à bien la voir. Voilà, Elle n'est pas si petite que ça hein, d'ailleurs, c'est de la taille... d'un petit bourdon, d'un bon bourdon même d'ailleurs. D'un gros bourdon. Gros bourdon. En métropole, vous avez, depuis les années 80, vous avez le bourdon qui vient polliniser les serres de tomates. Oui. Nous, on n'a pas le bourdon à La Réunion et on ne peut pas l'importer. On le voit en photo ici justement, tout à fait apparaître. Et du coup, vous amenez ce bourdon dans les serres parce qu'il ne vient pas tout seul puisque c'est fermé par définition. Voilà, il vient dans les serres, on va le reproduire dans les serres pour qu'il connaisse l'univers et il va faire le boulot. Et c'est un insecte très travailleur parce que deux insectes comme lui vont polliniser 1000 mètres carrés de serres de tomates. D'accord, à deux ils font 2000 mètres carrés. Ah oui, ils se font une serre quoi. Voilà, ils se font une serre. Et ils sont indispensables finalement pour produire des tomates parce que sinon ils ne pollinisent pas les fleurs. Enfin, ils alors ne font mieux pas que le ça, travail. nous à La Réunion, ça nous a permis aussi de produire une nouvelle gamme de tomates, les tomates grappes, parce qu'il va intervenir au bon moment de pollinisation. Et du coup, ça nous a permis aussi de développer une segmentation nouvelle sur le marché de la tomate à La Réunion. Alors, vous les mettez dans les serres, vous leur faites un petit habitat comme celui-là, hein, finalement. L'insecte va s'introduire là-dedans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, l'insecte va fourrer. Et là, c'est quoi? C'est nuit parce qu'il faut que ce soit opaque, il faut que ce soit dans le noir. D'accord. Et nous, ça nous permet d'observer avec le rideau, de voir... Bon, il a bien pondu, que ça se développe bien, qu'il va naître, et ensuite qu'il va se développer dans les serres. Et comme vous allez jusqu'au bout, et vous m'avez dit ce qu'il en était, vous avez même de quoi installer, de quoi biberonner. Alors ça paraît, hein, quand on parle d'innovation, de technologie, de prix, on se dit, bon, on est capable de changer les cœurs humains, d'aller bientôt sur Mars. Et ça, c'est quoi, le biberon? Il a fallu domestiquer totalement, donc il a fallu trouver comment nourrir, parce que les flottes de tomates nourrissent pas assez. Ouais. Et on a mis du glucose. Et ensuite, pourquoi bleu? Parce que dans les essais, on nous a dit que le bleu attirait beaucoup plus cet insecte-là, et il vient naturellement chercher de la nourriture sur l'insecte. On le voit là en train sur la photo de biberonner, quoi. C'est ça, de se nourrir avec ça. C'est assez étonnant, hein. Comme vous le dites aussi vous-même, la recherche a beau être à la pointe de plein de choses. Vous avez découvert que le bleu était la couleur qui le faisait venir sur ces petits biberons-là. Moi, l'expérience scientifique et la recherche me fascinent toujours aussi par ce côté aussi empirique, dans le bon sens du terme. On ne peut pas imaginer forcément qu'un insecte est attiré par le bleu, le rouge, le vert ou Dieu sait quoi. Mais ça montre aussi toute l'opérationnalité de l'invention et de l'innovation. On peut l'utiliser partout, dans toutes les serres. C'est simple, c'est pas onéreux, c'est pas trop technique. Il se reproduit lui-même, donc on n'a pas à reacheter l'insecte. Mais c'est important qu'on ait trouvé ces essais-là en conditions de production. On a fait les essais chez des producteurs pour vraiment coller aux besoins de nos producteurs. Une innovation très simple, partie d'une contrainte effectivement, ne plus pouvoir produire ces tomates à l'extérieur, les faire sous serre, mais s'il n'y a pas les insectes pollinisateurs, on ne peut pas faire de tomates. Il suffit de trouver l'insecte qui va bien, on lui met le gîte et le couvert, et tout va bien. Et c'est un vrai garant de qualité, puisqu'on ne va pas utiliser de produits phytosanitaires quand cet insecte-là est là. Maintenant, la mouche charbon est notre garant du zéro pesticide. Le nom, il n'y a pas de nom finalement à cette innovation, puisque c'est le nom de la mouche charbon, on est d'accord? Tout à fait. La domestication de la mouche charbon. C'est ça. Intéressant de voir effectivement qu'il y a des choses comme ça... simple, mais très efficace. Jean-Paul Borde, chaque année donc ITA innove, chaque année le même nombre de thématiques, de récompensés. Voilà, ça montre bien en tout cas que c'est un terreau fertile d'innovation, de nouvelles idées applicables immédiatement. Hein. On l'a vu avec cet exemple concret et avec BioClimSol aussi. C'est important, voilà, d'avoir des solutions qui se mettent en route facilement, rapidement. Ah oui, ça c'est très important. Il faut que nous, on propose des solutions qui marchent tout de suite. Et comme vous l'avez vu, qui soit simple à mettre en œuvre. Donc on a vu une application sur smartphone, on a vu ça, mais il y a aussi des choses qui sont proposées. Alors, très souvent, à l'issue de ce concours, ça reste des prototypes.
Hein. Et ensuite, il faut, alors là, le processus est un petit peu plus élaboré, hein, puisqu'il y a déjà des entreprises qui prennent le relais, mais on a aussi des prototypes et qu'il faut ensuite reprendre pour pouvoir les commercialiser, les diffuser, etc. Les instituts techniques, dans ces cas-là, petite question, j'ai envie de dire quasiment juridique, économique, sont propriétaires de l'innovation. C'est breveté, c'est comment ça se passe? Alors le brevet du biberon, ça je ne sais pas, hein, mais c'est un vrai sujet. Alors ça dépend, il y a de tout. Il y a des innovations qui peuvent être brevetées. C'est pas très courant, bah ça arrive. D'accord. Il y a surtout des licences d'utilisation, c'est-à-dire que à l'issue du prototype, il faut trouver des startups, des petites entreprises qui disent ça c'est une bonne idée, je la prends et je vais la diffuser, etc. Donc après il y a des accords, on va dire, mais l'objectif quand même de nos instituts, c'est que l'innovation soit disponible au plus grand nombre. Voilà, donc ça on est très attentif à ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de Itainov, les innovations effectivement qui montrent bien que le monde de l'agriculture, des semences aussi bien sûr, reste extrêmement innovant et que plein de choses merveilleuses sont en train de naître quasiment tous les jours. Merci, à bientôt.